À Kingston, l'ultimatum brutal a fendu le vernis diplomatique fragile. Ce soir-là, au lieu de reculer, la salle comble a reçu une onde froide. Le compte à rebours s'est mué en mégaphone et le protocole en miroir d'un système trop longtemps anesthésié par l'habitude, tandis que des regards se levaient, que d'autres se baissaient et que les mots sur la corruption, nets et sans notes, claquaient comme des verdicts. La vérité n'a pas d'horloge, seulement des retours. Le discours d'Ibrahim Traoré n'était pas un éclat isolé. C'était une ligne droite jetée entre deux continents, un test moral grandeur nature. En posant ces mots Kasséguiou à Kingston, il a déplacé la question de l'affrontement diplomatique vers celle de la cohérence politique, celle qui sépare les États qui entendent de ceux qui réagissent. Le bénéfice pour la Jamaïque était clair. Si la vérité pouvait s'assumer sans excuse, elle pouvait aussi devenir un levier de reconstruction intérieure, un socle pour repenser la responsabilité publique. Mais chaque révélation comporte un prix, l'inconfort, la peur du miroir. Car le véritable enjeu n'était pas de défendre un drapeau, mais d'affronter l'image qu'il renvoyait. Ce moment précis ouvrait la promesse d'un tournant. Et si derrière la tempête des protocoles, naissait une génération prête à parler sans crainte, une tension mesurable, transparence contre susceptibilité. C'est ici que commence la trajectoire. Le moment clé survint dès la première minute du discours. 2 phrases, une révélation. Ibrahim Traoré n'avait ni prompteur ni texte. Il s'adressait à la salle comme à un témoin, non comme un invité. Non comme un invité. En moins de 10 minutes, les projecteurs de Kingston se transformèrent en instruments de vérité. Ce que l'on pensait être un simple exposé protocolaire devint une onde de choc. Les données officielles elles-mêmes en témoignent. Selon les observateurs indépendants, plus de 20 000 personnes descendirent dans les rues jamaïcaines 3 jours après la conférence, un écho rare pour un événement diplomatique. Cette résonance ne relevait pas de la polémique, mais d'une bascule, d'un État crispé sur son image à un peuple redécouvrant sa dignité. Ibrahim Traoré parlait d'un ton mesuré, mais chaque mot portait la densité d'une décennie de frustration. Les ministres, immobiles, incarnaient de l'armée la retenue. Le public, lui, absorbait l'inédit. Quand il nomma la corruption une maladie chronique, les caméras captèrent les visages qui se détournaient. Dehors, les radios improvisaient la traduction. Les marchés répétaient pénibles ces phrases comme des proverbes. Le phénomène prit corps. Un glissement moral, presque mathématique. Avant, indifférence. Après, indignation lucide. Ce contraste illustrait une transformation mesurable. D'un murmure à une marée humaine. D'un silence institutionnel à une parole citoyenne. Les analystes l'ont noté. Jamais un dirigeant africain n'avait provoqué une telle inflexion d'opinion dans les Caraïbes. Ce n'était plus une question de frontières, mais de fréquence. La vérité résonnait à la même amplitude à Ouagadougou et à Kingston. C'est là que le fil narratif s'enclenche. Quand la politique devient contagieuse, le discours devient donné. Et dans cette donnée, la figure d'Ibrahim Traoré s'impose comme celle d'un catalyseur plus que d'un provocateur. Un témoin obstiné, rappelant que la transparence, même douloureuse, reste la seule forme durable de puissance. Dans les heures qui suivirent, le récit se déplaça du centre de conférence vers les rues. Le premier protagoniste n'était pas un ministre, mais un chauffeur de taxi qui, à la radio, répéta « Il a dit ce que nous pensons tous ». Cette phrase anodine devint un signal. Les voix ordinaires, jusque-là dispersées, commencèrent à se synchroniser. Les étudiants traduisirent les mots d'Ibrahim Traoré sur les murs des campus. Les mères de famille les chuchotaient dans les marchés, et les animateurs de radio les relayaient avec une ferveur oubliée. Le mouvement prit la forme d'une contagion douce. Pas de violence, pas de slogan de parti, mais une cohérence soudaine, une respiration retrouvée. Ibrahim Traoré devint malgré lui un guide lointain, un repère moral projeté à travers les océans. Ce n'était plus un débat sur la diplomatie, mais sur la dignité. La Jamaïque, sans s'en rendre compte, venait d'entrer dans une expérience collective.
celle de la parole partagée. Ce glissement de l'individuel vers le commun révélait la mécanique la plus subtile du changement politique. Avant qu'un système ne cède, une conscience s'éveille. Et dans cette conscience, l'écho du président burkinabé trouvait sa chambre de résonance. Chaque phrase qu'il avait prononcée, répétée, transformée, devenait un pas de plus vers la lucidité. Ainsi, le choc diplomatique initial s'était mué en apprentissage civique. Une société se découvrait capable de se parler à nouveau. Dans la bouche d'un homme, c'est toute une île qui retrouve son souffle. Tout commença avec un ultimatum de 48 heures. Le premier ministre jamaïcain Andrew Holness exigeait qu'Ibrahim Traoré retire ses mots ou présente des excuses publiques. Ce délai, pensé comme une démonstration d'autorité, eut l'effet inverse. Il transforma une controverse en crise nationale. Dans la soirée même, les réseaux sociaux s'embrasèrent. Les extraits du discours circulaient, traduits en plusieurs créoles, accompagnés d'une phrase devenue leitmotiv. La vérité ne s'excuse pas. En quelques heures, la capitale vibra d'un mélange de curiosité et de colère lucide. Les rédactions s'agitèrent. Les journaux titrèrent sur la provocation africaine. Les éditorialistes dénoncèrent l'arrogance diplomatique. Pourtant, dans la rue, la perception s'inversait. Ce que les chancelleries voyaient comme un affront, le peuple y lisait un appel. Des étudiants descendaient des bus pour rejoindre les rassemblements. Des pancartes improvisées proclamaient « Truth needs no apology ». Les tambours des quartiers s'ajoutaient au vacarme, mais sans haine. Kingston battait au rythme d'un mot devenu drapeau. Vérité. Chaque heure apportait sa mutation. Les fuites du Parlement révélaient des divisions internes. Certains députés avouaient à demi-mot que Traoré avait dit tout haut ce que tout le monde sait. Les débats publics prenaient feu. À la télévision, Holness martelait la souveraineté. Sur les trottoirs, on répondait par la transparence. Ce contraste créa un effet de bascule, un déplacement presque géométrique du pouvoir symbolique. 3 jours suffirent pour mesurer la portée du choc. Plus de 20 000 manifestants recensés par les observateurs indépendants. L'onde jamaïcaine se propageait à la vitesse d'un battement de tambour. De Montego Bay à Port-Mort, les slogans changeaient, mais le fond demeurait. Dignité. L'émotion traversa l'océan, jusqu'à Ouagadougou, où les radios burkinabés diffusaient les extraits du discours de Kingston comme des chroniques du courage. Ibrahim Traoré, sans l'avoir prévu, devenait la figure d'un pont moral entre 2 continents. En 5 jours, l'affaire prit des allures de mouvement transnational. Les analystes parlèrent de diplomatie insoumise, les diplomates de crise de communication. Mais sur le terrain, le phénomène suivait une autre logique, celle des consciences synchronisées. Et lorsque le compte à rebours de l'ultimatum expira, la scène finale résuma toute la tension. 2 hommes, 2 écrans, 2 silences. Holness parla le premier, puis, à des milliers de kilomètres, Ibrahim Traoré répondit d'une phrase sobre. La vérité ne se plie pas au délai. Cette ligne traversa les océans comme un éclair, signant la fin du théâtre diplomatique et le début d'un mouvement intérieur. Ce jour-là, la Jamaïque cessa d'attendre une réforme. Elle devint elle-même la réforme. Les chiffres traduisaient cette transformation. Selon les relevés indépendants compilés par 3 observatoires régionaux, plus de 68% des Jamaïcains interrogés affirmaient, 5 jours après le discours, comprendre ou partager la position d'Ibrahim Traoré. Ce chiffre marquait une inversion complète du récit gouvernemental. Avant le 48 heures, seuls 27% jugeaient légitime une intervention étrangère dans le débat moral national. Une progression remarquable de 41 points. Ce déplacement quantitatif traduisait une mutation qualitative. La confiance ne se portait plus vers le pouvoir, mais vers la parole. Un autre indicateur révélait la vitesse de propagation du message. Les analystes des réseaux jamaïcains
ont mesuré une croissance moyenne de 32% par heure du volume de contenu, citant Truth Needs No Apology entre le premier et le troisième jour. À ce rythme, chaque minute voyait naître 30 nouveaux messages, soit une expansion virale comparable à celle d'un événement sportif mondial. Cette courbe, presque organique, illustrait le principe simple énoncé par Traoré. Quand la peur recule, la vérité avance. Un troisième élément soulignait l'effet miroir sur la gouvernance. Les fuites du Parlement publiées par The Glean montrent que 4 ministres sur 17 ont exprimé des doutes sur la stratégie de confrontation imposée par Holness. Une fracture interne de 23,5%, inédite depuis 2009. Ces chiffres, mis bout à bout, dessinent le profil d'une crise de légitimité. Le pouvoir, en cherchant à défendre son honneur, confirmait le diagnostic du mal intérieur. Ce mouvement global, de la défiance privée à la parole publique, permit aux chercheurs de l'Université des West Indies de qualifier l'épisode de tournant civique spontané. Leur rapport, sobre mais dense, constatait: la vérité a fonctionné ici comme un révélateur statistique. Elle a déplacé la variable peur. Et si l'on devait en tirer une équation morale, elle serait limpide. Courage et transparence. Tant, c'est que ce que prouvent les séquences, les chiffres et les visages. Quand Ibrahim Traoré parle, les courbes ne s'aplatissent pas. Elles s'élèvent. Ce n'est pas la grandeur du discours qui compte, mais la mesure du réveil collectif qu'il déclenche. Face à cette onde, 2 thèses se sont affrontées avec rigueur. D'un côté, le gouvernement jamaïcain soutenait qu'un État doit défendre son honneur, même contre une vérité venue d'ailleurs. Selon ses conseillers, accepter sans réagir équivaudrait à admettre une faiblesse diplomatique, un précédent dangereux. La souveraineté, disait-il, n'est pas négociable. Elle se prouve dans la riposte. Cette position s'appuyait sur les goûts, sur la logique du protocole. La forme garantit la stabilité, et la stabilité, la légitimité. De l'autre côté, les défenseurs d'Ibrahim Traoré répondaient que la souveraineté n'est pas un bouclier contre la lucidité. Elle ne se protège pas du vrai, elle s'en nourrit. Dans leur lecture, le président burkinabé n'avait pas humilié la Jamaïque, il l'avait réveillée. Le vrai affront, disait-il, serait de refuser la cohérence au nom de l'orgueil. La diplomatie du XXIe siècle ne consiste plus à préserver les façades, mais à rendre les institutions perméables à la critique constructive. Et c'est là que la balance s'inverse. Les faits mesurés, hausse de la participation civique, retour du débat public, indice d'intégrité réclamé par les ONG, donnent raison, au moins partiellement, à la seconde thèse. La réaction du peuple jamaïcain démontre qu'une vérité étrangère peut ranimer un patriotisme intérieur, sans domination ni ingérence. Ainsi se dessine un point d'équilibre rare entre la dignité de la nation et le courage d'écouter. Le débat n'oppose pas l'Afrique à la Caraïbe. Il relie 2 luttes identiques, celle de dire sans plier. Ibrahim Traoré, dans cette tension, apparaît comme l'aiguillon nécessaire, celui qui oblige à redéfinir ce qu'est une puissance morale. La vérité ne s'excuse pas. Cette ligne, prononcée sans emphase, fut le pivot du récit. Elle transforma le discours d'Ibrahim Traoré en miroir global. En un instant, la diplomatie cessa d'être affaire de posture pour devenir question de substance. À Kingston, ce fut d'abord un silence, puis une secousse. Les caméras captèrent les visages figés, les murmures étouffés. Quelque chose venait de basculer, non dans la politique, mais dans la conscience. Ce moment-là marqua le milieu exact de la trajectoire. L'événement cessait d'être jamaïcain, il devenait humain. Les professeurs citaient Traoré dans leurs cours. Les prêtres l'intégraient, s'enlaçaient dans leurs homélies. Les étudiants en débat faisaient de son nom un verbe. Traoriser, c'est dire sans détour. Le monde comprenait que l'ultimatum était mort, mais que le mouvement, lui, commençait à peine. Dans ce fracas calme, la figure d'Ibrahim Traoré ne dominait pas, elle unissait. Et dans les rues, un peuple découvrait que l'insulte
n'était peut-être qu'une vérité trop longtemps différée. Les effets furent d'abord perceptibles dans la société civile. Dans les quartiers, des quartiers populaires de Kingston, des associations longtemps ignorées virent affluer bénévoles et dons. Les rapports anticorruption, jadis poussiéreux, furent relus, discutés, diffusés sur les radios locales. Pour le monde non gouvernemental, le choc Traoré devint un catalyseur d'action. Les ONG trouvaient enfin un langage commun avec la rue, celui de la clarté. Au sein du pouvoir, le séisme politique prit forme. Des ministres furent rappelés à l'ordre, d'autres démissionnèrent discrètement. Selon les chiffres du Parlement, 7 commissions d'audit furent lancées en 2 semaines, un record depuis 20 ans. L'appareil d'État, bousculé, découvrait que la transparence pouvait être exigée sans violence. Une phrase circulait dans les couloirs. Il a dit tout haut ce que nous murmurions trop bas. Après, chez les nouvelles générations, la transformation prit des accents d'espérance. Les universités organisèrent des débats sur la vérité comme outil de réforme. Les jeunes militants, inspirés par Ibrahim Traoré, revendiquaient moins la colère que la cohérence. Des budgets traçables, des institutions honnêtes, des promesses mesurables. Une étudiante résuma à l'esprit de l'époque. Il ne s'agit plus d'excuses, mais de responsabilité. Sur le plan régional et international, la résonance fut immédiate. Dans les diasporas de Londres, Toronto ou Paris, des pancartes portaient dans les mots « Truth has no deadline ». Plus de 1,2 million de partages furent comptabilisés en 10 jours. Autour du nom d'Ibrahim Traoré, symbole non d'un pouvoir, mais d'une franchise universelle. Des journaux caribéens parlèrent de effet miroir global. Pour la première fois, un dirigeant africain provoquait une introspection durable hors de son continent. Ces 4 cercles, société civile, pouvoir, jeunesse, diaspora, dessinèrent une révolution sans émeute. L'énergie née de la parole circulait, fluide, entre tous. Et le plus surprenant, c'est que cette onde demeurait mesurable. Baisse de 12% du taux de méfiance institutionnelle, hausse de 19% de la participation associative selon les observateurs. La statistique rejoignait la morale. Ainsi, le discours de Kingston n'a pas seulement fissuré un protocole, il a redéfini la dignité comme donnée active. Et dans cet écart, Ibrahim Traoré restait le nom d'un réveil, non d'un affront. Les observateurs ont ensuite tenté d'anticiper la suite. 3 possibilités se dessinent, chacune avec ses chiffres, ses risques et ses promesses. La première éventualité serait un apaisement progressif. Le gouvernement jamaïcain absorbe la crise sans véritable mutation. Quelques commissions, quelques rapports, des excuses de façade. Les tensions s'apaisent, mais la méfiance demeure. Dans ce cas, le taux de confiance publique remonterait légèrement, de 42% à environ 48%, avant de retomber faute de réformes concrètes. Le souvenir du discours d'Ibrahim Traoré flotterait comme un écho sans ancrage institutionnel. Une vérité entendue, mais pas adoptée. Une deuxième voie serait celle d'une reconstruction durable. Sous la pression populaire, le Parlement adopte de nouvelles lois de transparence. Les budgets deviennent publics. Les jeunes obtiennent des sièges consultatifs. Les médias retrouvent leur rôle critique. Le Burkina Faso et la Jamaïque rétablissent un dialogue constructif, fondé sur l'échange civique. Dans ce scénario, la croissance de la participation associative pourrait dépasser 25% en un an. Le discours de Traoré resterait dans les livres d'histoire comme le moment où la vérité devint institutionnelle. Une troisième hypothèse envisagerait une crispation du pouvoir. Blessé dans son orgueil, le pouvoir se referme, les rassemblements se sont encadrés, les journalistes inquiétés, la peur reprend racine, l'investissement étranger baisse de 15%, la confiance publique s'effondre sous les 30%. Dans cette hypothèse, la Jamaïque s'isole, croyant se protéger alors qu'elle s'asphyxie lentement. Ces 3 chemins reposent sur une même variable, la capacité d'écouter avant d'agir. Car un pays ne se détruit pas lorsqu'il doute,
mais lorsqu'il cesse de douter. Et si le courage de la vérité, celui incarné par Ibrahim Traoré, devenait un indicateur politique à part entière? Dans le monde post-Kingston, la sincérité n'est plus un luxe diplomatique. C'est une condition de survie civique. Au-delà des institutions, l'effet le plus profond du discours d'Ibrahim Traoré fut humain. Dans les rues de Kingston, des conversations ordinaires reprirent. Vie, chauffeur, enseignant, infirmière, échangeaient sur la justice, la responsabilité, la transparence. Ce n'était plus un débat d'experts, mais une respiration populaire. La politique, autrefois perçue comme un spectacle, redevenait une affaire intime. Les travailleurs disaient avoir retrouvé la fierté simple de pouvoir dire sans trembler. Un chauffeur de bus confia « Ce qu'il a dit, c'est ce qu'on dit entre nous, mais jamais devant eux. » Les femmes des marchés traduisirent de la phrase de Traoré en proverbe créole « La vérité n'a pas de saison ». Leur engagement se manifesta dans des collectes pour les écoles et les dispensaires. Les jeunes diplômés voyaient dans le geste du président burkinabé la preuve qu'un mot peut créer un espace. Pour eux, la politique ne devait plus être crainte, mais comprise. Dans chaque groupe, la même mécanique se répétait. De la stupeur naissait la cohérence. Une société dispersée retrouvait le fil de sa voix. Et peut-être était-ce là le véritable legs d'Ibrahim Traoré, non une victoire géopolitique, mais un réveil collectif. Dans un monde saturé de récits creux, il rappela qu'une seule parole juste peut reconnecter un peuple à sa propre dignité. Les semaines suivantes, les experts jamaïcains ont proposé une méthode, une suite logique à l'émotion. 5 étapes, simples mais mesurables, pour transformer l'éveil en réforme. D'abord, créer un registre public des dépenses gouvernementales, un portail accessible à tous, mis à jour chaque mois. La transparence ne coûte rien. L'opacité ruine la confiance. Ensuite, ouvrir des forums citoyens mixtes. Dans chaque paroisse, réunir élus, ONG, étudiants, commerçants. 4 rencontres par an pour confronter promesses et bilans. La démocratie comme conversation, non comme rituel. Puis, protéger les médias indépendants. Une loi bouclier inspirée des modèles africains garantirait un financement sans tutelle politique. Car sans presse libre, toute réforme devient slogan. Aussi, donner une voix consultative à la jeunesse. Chaque conseil municipal accueillerait un représentant étudiant. Un geste symbolique, mais fondateur. Apprendre à gouverner en écoutant. Enfin, créer un indice national d'intégrité publique. Mesurer chaque année, non pour punir, mais pour suivre les progrès. Dans chacune de ces étapes, l'esprit d'Ibrahim Traoré demeure présent. Dire, vérifier, persévérer. Ce n'est plus de lui qu'il s'agit, mais de ce qu'il a réveillé. Un peuple qui apprend à se mesurer lui-même. Quand la vérité devient habitude, la confiance redevient possible. Le rideau était tombé depuis longtemps sur la salle de Kingston. Les micros éteints, les caméras rangées, la poussière retombée. Pourtant, quelque chose de ce jour-là continuait de vibrer. Un souvenir obstiné, presque organique. On raconte qu'au fond de la salle, un vieil homme s'était levé, sans applaudir. Il avait simplement murmuré « Ce n'est pas une insulte, c'est un miroir ». Cette phrase, personne ne l'a reprise, mais tout le monde l'a comprise. Des mois plus tard, lorsque l'on prononçait encore le nom d'Ibrahim Traoré, ce n'était plus pour évoquer un président, mais une voix qui, venue du Sahel, avait traversé les océans pour rappeler que la dignité ne s'exporte pas, elle s'éveille. Ainsi, dans le silence revenu, la Jamaïque gardait cette certitude. La vérité, quand elle touche le cœur, devient plus forte que la peur. Et dans le reflet de cette lumière lointaine, chacun voyait désormais une promesse, celle de pouvoir se regarder sans honte. Aujourd'hui, la tempête s'est apaisée, mais l'écho demeure. La Jamaïque avance plus lentement, peut-être, mais plus droit. Le nom d'Ibrahim Traoré flotte encore dans les conversations, non comme celui d'un héros, mais comme celui d'un rappel,
Le courage n'est pas une posture, c'est une hygiène morale. Chaque peuple a son miroir, chaque époque sa phrase. Ici, c'était « la vérité ne s'excuse pas ». Alors que les gouvernements changent et que les drapeaux se replient, cette ligne reste suspendue comme une promesse non écrite. Et si, pour une fois, la politique redevenait une école de sincérité, ce récit, désormais, appartient à ceux qui continuent de l'interroger, à ceux qui refusent le mensonge poli, à ceux qui cherchent la cohérence plutôt que le confort. Car la vérité, lorsqu'elle est dite sans haine, ne sépare pas, elle relie. Et vous, si vous deviez choisir entre le silence et la franchise, que répondriez-vous ?